Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes jeudi 22 janvier 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Des enfants réfugiés burundais meurent faute de médicaments dans le camp de Lusenda en République démocratique du Congo, faute de pénurie de médicaments et de nourriture. Sans réforme économique, la vision 2040-2060 est vouée à l'échec, avertit le LICOM qui tire la sonnette d'alarme. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la restructuration salariale, des astuces qui freinent la hausse des salaires pour les fonctionnaires. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés où certains réfugiés burundais vivant dans les camps de réfugiés en République démocratique du Congo sont confrontés à une grave pénurie de médicaments et de denrées alimentaires. Selon nos sources, au camp de Lusenda, les conséquences liées au manque de médicaments sont dramatiques au point que certains enfants ont déjà perdu la vie. Éloge divin les méchants. Le manque de médicaments, notamment ceux contre le paludisme, affectant les réfugiés burundais vivant dans le camp de Lusenda, a commencé à se remarquer au mois de novembre de l'année dernière. En décembre, la situation s'est totalement aggravée, au point qu'aucun médicament n'était plus disponible. Les conséquences de ce manque de médicaments n'ont pas tardé à se faire ressentir sur la santé de ces réfugiés. Des informations recueillies par la RPA à Lusenda font savoir que, jusqu'à ce jour, 6 enfants ont déjà perdu la vie. Ce manque de médicaments s'accompagne également d'un manque de nourriture dans ces camps de réfugiés. Nos sources dans les camps de Lusenda et de Mulongwe, qui abritent tous des réfugiés burundais, précisent que durant toute l'année 2025, une seule distribution de vivres a été effectuée par le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle. Celle-ci a eu lieu au mois de septembre, selon ces mêmes sources. Depuis lors, les réfugiés burundais n'ont plus reçu d'assistance alimentaire. La raison avancée aux réfugiés burundais peut expliquer l'interruption de l'aide humanitaire et l'insécurité qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, région où sont situés ces camps de réfugiés. Actuellement, ces réfugiés burundais appellent les organisations internationales qui aident les réfugiés à faire tout leur possible afin de leur venir en aide. Merci à toi, Éloge divin les méchants. Politique à présent. Des désertions commencent à se manifester au sein de l'armée burundaise, principalement en raison du fait que des militaires sont envoyés dans des conflits qu'ils ne comprennent pas. Cette affirmation est faite par Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise. Il dénonce également les propos du porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le général Gaspard Baratuza, selon lesquels il n'y aurait pas d'argent au sein de l'armée burundaise et que tout militaire qui parvient à obtenir du savon pour se laver devrait s'en réjouir. Selon Gratien Lukindikiza, de tels propos sont inappropriés car ils contribuent à démoraliser les soldats engagés sur le terrain. Les militaires burundais ils désertent l'armée, mais c'est la première fois qu'il y a des désertions à ce niveau. C'était pas à ce niveau avant, il n'y avait pas de désertion, mais c'est à cause de la guerre du Congo. Donc cette guerre, les militaires ne comprennent pas pourquoi ils vont faire la guerre et ils meurent parce qu'ils sont pas, disons, bien encadrés, ils sont pas équipés et ils se lancent sur un terrain qu'ils connaissent pas. Donc, ceci explique le motif de ces désertions. Deuxièmement, pour le général Baratuza qui dit que les militaires burundais, ils ont un petit salaire, ils doivent se contenter de ça. Bon, on peut pas dire ça. Les militaires burundais n'ont pas de petits salaires en soi dans la fonction publique, ils sont pas les moins lotis et ça m'étonne même comment il peut dire ça. Je ne sais pas s'il est en train de préparer les esprits pour que si demain le budget du salaire du personnel soit utilisé pour acheter les armes, que les gens soient préparés. Mais en principe, il faut savoir que les militaires, ils étaient bien payés parmi les autres fonctionnaires et en même temps, on doit reconnaître qu'ils sont entrés à l'armée, non pas pour vraiment question de patriotisme en soi, mais c'est question de métier, question de travail comme fonctionnaire, un métier qui était bien payé, qui était bien considéré. Aujourd'hui, compte tenu de la guerre et compte tenu aussi
aussi des évolutions, ils sont pas aussi bien considérés. C'est pour ça qu'il y a moins d'entrées dans l'armée, donc ça fragilise l'armée. Mais le discours de Baratouza n'est pas démoraliser les militaires, il n'est pas adapté à la situation actuelle, surtout le décourage militaire. Quant à dire que là où ils fuient, ils vont les récupérer, c'est un peu, il y a quelqu'un fuit le pays, il voit mal comment on peut le récupérer là où il a été, là où il se trouve. Donc c'est une façon de tenir les militaires, mais je pense que c'est une mauvaise façon. Ancien officier de l'armée burundaise, Gratien Kimbikiza met en garde le porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. S'il continue à tenir de tels propos, les conséquences pourraient être graves au sein de l'armée burundaise, notamment le manque de nouvelles recrues intégrant les forces de défense. Les conséquences de ce discours, ça va décourager les gens d'entrer dans l'armée parce que les gens y entrent pour avoir de l'argent. Mais quand ils entendent que c'est juste pour avoir un petit savon, même en n'étant pas allé à l'armée, ils vont avoir un savon. Mais en plus, quand ils disent qu'il n'y a pas des salaires qui sont conséquents, donc ils se disent finalement, on va chercher les salaires ailleurs. Très peu de gens, voire une personne qui entre dans l'armée juste par patriotisme, ils y entrent pour gagner de l'argent. Un métier comme tant d'autres, fonctionnaire comme tant d'autres. Mais donc déjà, il y a la guerre. La deuxième chose, c'est que ça décourage les gens qui sont sur le terrain. Ils se demandent pourquoi ils se battent. Il y a plusieurs façons de se battre. Ils sont découragés. Ils peuvent se battre sans se battre. Ça existe dans l'armée. Les militaires savent comment ils font. Je ne vais pas le dire ici. Mais ça décourage tout le monde. C'est pas une bonne chose pour un officier général qui est dans la communication de l'armée. Dans la rubrique gouvernance, dans notre série de reportages qui vous parle de la nouvelle restructuration salariale, aujourd'hui, nous vous parlerons des magouilles opérées dans la catégorisation des fonctionnaires. Astuce qui vise à couper l'herbe sous les pieds des fonctionnaires qui espéraient voir leur salaire augmenter. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le premier rapport de l'expert dépêché par Gitega subdivise les fonctionnaires en 10 niveaux. Le premier niveau comprend les travailleurs avec un niveau de la 6e année primaire. Ce groupe est considéré comme n'ayant aucune autonomie et devant uniquement se contenter d'exécuter les ordres. On l'appelle le groupe de tâcherons. Le deuxième niveau est constitué de gens ayant comme niveau d'études le premier cycle de l'école fondamentale. Ceux-là exécutent de petites tâches après une certaine formation et sont considérés comme inaptes au jugement et à la persuasion. On les a appelés des manœuvres. Le troisième niveau est fait de fonctionnaires ayant un diplôme professionnel spécialisé. Ils sont considérés comme des gens qui, avec plus d'un mois de formation, peuvent exécuter des tâches diversifiées sans pour autant être assistés, comme c'est le cas pour les deux premiers niveaux. Le quatrième niveau comprend les travailleurs ayant un diplôme des humanités générales, appelés ouvriers spécialisés. Ces derniers sont considérés comme des gens ayant la capacité de faire une planification d'une semaine et pouvant exécuter des travaux exigeant une connaissance d'un métier. Le cinquième niveau est fait de ceux qu'on appelle les techniciens, c'est-à-dire ceux ayant un diplôme de baccalauréat. Ces derniers sont considérés comme des travailleurs pouvant réaliser des tâches exigeant des connaissances particulières et doivent être polyvalents dans les domaines connexes de l'emploi. Le sixième niveau est constitué de fonctionnaires ayant fait 3 ans d'études après les humanités générales, IPA 3 ou NS 3. Ceux-là ont été appelés des techniciens spécialisés, c'est-à-dire des travailleurs pouvant réaliser des tâches exigeant une spécialisation comportant des procédures techniques avancées. Le septième niveau comprend les travailleurs ayant un diplôme de licence, considérés comme des travailleurs pouvant exécuter des tâches comportant des difficultés techniques. Ils ont été appelés auxiliaires, administratifs ou techniques. Le huitième niveau comprend ceux qui ont été appelés des superviseurs, détenteurs d'un diplôme de postgraduate, c'est-à-dire ayant fait 5 à 6 ans d'études après les humanités générales. Ils exécutent des tâches spécialisées, planifient et interviennent pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles solutions. Vient après le 9e niveau fait de travailleurs ayant un doctorat en médecine, pouvant exécuter des tâches hautement spécialisées. Ces derniers ont été appelés experts, conseillers. Enfin, le 10e niveau est constitué de travailleurs ayant une agrégation ou un diplôme de spécialisation. Ceux-là occupent les postes de direction et sont là pour prendre des décisions stratégiques nécessitant un niveau élevé d'analyse. Et pour se tailler la part du lion, les hauts
hauts cadres ont tout fait pour minimiser au maximum le critère des fonctionnaires en ce qui est de leur technicité et connaissances acquises. C'est ainsi qu'ils ont mis dans un même groupe les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire ceux avec un niveau de 6e année primaire et ceux détenteurs d'un diplôme professionnel spécialisé. Ils les ont considérés comme n'ayant aucune capacité de réflexion ni aucune autonomie. C'est une catégorie qu'ils ont appelée exécution. Ils ont également constitué un deuxième groupe fait du 4e, 5e et 6e niveau, fait de gens dotés d'une certaine intelligence et capables de s'adapter facilement aux méthodes de travail. Ceux-là ont été classés dans la catégorie collaboration. Quant au 7e niveau jusqu'au 10e, ils ont été mis dans la catégorie direction. C'est dans cette catégorisation que les magouilles ont été opérées car mettre les détenteurs de diplômes D7, A3 et A4 au même pied d'égalité que les travailleurs ayant comme niveau d'études la 6e année primaire n'avait qu'un seul but, faire baisser leur point de cotation en ce qui est de la rubrique complexité et technicité, vu qu'ils se retrouvent considérés comme des gens incapables d'exécuter n'importe quelle tâche sans aucune aide quelconque. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Dans la rubrique politique, de nombreux Burundais n'osent pas saisir la justice internationale ou régionale par peur de représailles de la part du gouvernement, puisqu'il demeure encore sous son contrôle. Toutefois, Maître Armel Nyongere appelle chaque Burundais victime d'injustice, quelle qu'elle soit, à conserver soigneusement les preuves démontrant que la justice burundaise ne l'a pas aidé, car, explique-t-il, même après 50 ans, justice pourra être rendue. Nous avons bien prouvé qu'il existe beaucoup de victimes qui ont peur de porter plainte contre le gouvernement burundais, de peur de subir des représailles, parce qu'ils se trouvent encore sous le contrôle des autorités de l'État, souvent en détention. Et ces mécanismes priorisent toujours la sécurité des victimes, d'où ils préfèrent attendre qu'elles soient en sécurité. C'est pour cela qu'il est recommandé à ces victimes de conserver soigneusement toutes les preuves en leur possession, preuves de toutes les voies empruntées. Lorsque leur sécurité sera assurée, elles pourront alors porter leur dossier devant ces instances et demander que justice soit rendue. C'est le message qu'on peut donner aux Burundais, encore au pays. Il ne faut pas tout abandonner, mais d'abord veiller à sa sécurité, tout en gardant bien les documents qui montrent que la justice nationale n'a rien fait. Vous l'avez vu, certaines victimes de la crise de 1972 ont dernièrement réclamé leur maison. Elles nous ont montré toutes les preuves. Après 30, 40 ans, certaines ont retrouvé leur maison. C'est cela qui montre que la justice peut prendre du temps, mais si tu as les preuves, tu as la force d'exiger d'être rétabli dans tes droits. Il est pour le moins surprenant de constater qu'aujourd'hui le régime du parti CNDD-FDD s'en prenne aux journalistes, alors même que ce sont eux qui lui ont donné la parole et permis son retour sur la scène nationale. Déclaration de Maître Dieudonné Bachilaïchidze en réaction aux graves atteintes à la justice dont est victime la journaliste Sandra Muhoza. Cet avocat lance un appel aux Burundais victimes de persécutions ainsi qu'aux syndicats de magistrats afin qu'ils documentent et dénoncent tout juge qui accepte de trahir son devoir d'indépendance en se rattrachant derrière le pouvoir en place. Il insiste pour que le jour où la justice sera rétablie, chacun rendra compte de ses actes et en assumer la responsabilité individuelle. Suivez Maître Dieudonné Bachilaïchidze. Des gens de très courte mémoire. Vers les années 1998, le CNDD-FDD était considéré comme un groupe tribalo-génocidaire. Et il y avait des faits à la base de ces accusations parce que ils se mettaient sur les routes, ils tuaient des gens sur base ethnique, sélectivement. Mais il y a des journalistes tout de même qui ont osé leur tendre au micro et ils n'ont pas été condamnés. Voilà que maintenant,
ils oublient à quel point l'exercice du journalisme dans la liberté leur a permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais tout ce que je vais dire par rapport à ce simulacre de procès, c'est que le syndicat des magistrats, des Burundais de façon générale, devrait tenir une liste noire à laquelle il devrait inscrire tous ces juges corrompus, instrumentalisés. Parce que demain ou après-demain, ils rendront des comptes au Burundi. Ils seront obligés de constater après coup qu'ils ont rendu un très mauvais service à la nation et la nation leur demandera des comptes. Que les gens ne se leurrent pas. Il n'y a pas de système politique éternel. Qu'ils ne pensent pas que sous couvert du parti unique maintenant au Burundi, ils ont le droit de faire tout et de rester dans l'anonymat. Les noms doivent être mis sur ces injustices qui sont commises sous le couvert de la justice. Que Sandra Moroza garde le courage, que les journalistes burundais continuent à être solidaires. Il n'y a pas de système politique qui opprime son peuple de façon éternelle. C'est pour un moment et après, il faudra des comptes. Parlons société à présent. Le recours au paiement illicite s'impose comme un passage quasi obligé pour l'obtention du document de voyage, notamment le passeport et autres pièces, au commissariat général des migrations du Burundi. Des demandeurs de ces documents indiquent que l'octroi de ceux-ci est conditionné au versement de sommes dépassant 1 million en dehors des frais officiellement établis. Walter Cuisera pour plus de détails. Chaque demandeur du document de voyage au commissariat général de migration du Burundi CGM doit payer une somme comprise entre 1 million et 1,5 million de francs burundais. Dans le cas contraire, chaque demandeur doit présenter un motif sérieux ou une urgence qui va permettre qu'il soit octroyé ce document, dont le passeport. Là aussi, le demandeur doit avoir quelqu'un de très haut à l'intérieur de ce commissariat pour qu'il puisse l'aider. Nos sources parmi les demandeurs de ces documents indiquent que ceux qui n'ont pas cette somme exigée peuvent passer plus de 6 mois à faire la queue au commissariat général de migration CGM sans succès. Quant aux documents de voyage du type laissez-passer, personne ne peut même oser le demander car ces documents sont presque introuvables actuellement. Ce que le demandeur n'apprécie pas du tout. Pire dans tout cela est le fait que vers la fin de l'année 2025, le commissaire général de la police de migration, Maurice Mbonimpa, avait fait savoir que seuls ceux qui demandent ces documents tardivement ne les obtiennent pas au bon moment. Des propos que la plupart de demandeurs ont rejetés en disant qu'il y a ceux qui les ont demandés depuis très longtemps sans toutefois les recevoir. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire général de police de migration, Maurice Mbonimpa, pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi, Walter Cuisera. Comme je vous le disais en titre, la mise en œuvre de la vision 2040 et 2060 restera utopique tant que l'inflation sera galopante et que le revenu moyen d'un citoyen ne cessera de diminuer. Ces propos ont été tenus par le président de l'OLICOM lors d'une conférence de presse de ce jeudi. Gabriel Ufili indique avoir voulu dresser un bilan de la situation du pays à l'intention des autorités burundaises ici du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à la veille de leur congrès. En macroéconomie, on met en avant les indicateurs. Il y a plusieurs indicateurs, mais si je vais utiliser 3 indicateurs. Indicateur qui a rapport avec l'inflation, un indicateur qui a rapport avec la balance commerciale et le PIB. Ces 3 indicateurs mesurent l'économie d'une nation. Si vous passez ces 3 indicateurs, on peut voir qu'on est en train d'avancer ou on est en train de réussir. Comme on dit, avec aujourd'hui, il y a une grosse généralité des prix sur le monde entier. Quand on parle de l'inflation, on parle de la généralisation de la hausse des prix. Cela est prouvé par l'instabilité des prix, que ce soit pour les prix des produits importés ou des produits qu'on a ici au niveau local. Vous savez, l'inflation, en principe, l'inflation acceptable, c'est en dessous de 6. Mais au Burundi, on arrive jusqu'à 40. Donc, l'indicateur de l'inflation, vous comprenez et vous le voyez, vous le faites tous les jours. L'indicateur de la balance commerciale, vous le voyez, vous tous les jours. Dit peut-être qu'on n'exporte pas. Même ce que nous exportons, comme les minéraux, etc., ça se trouve dans les mains d'une poignée de gangs. Et là, c'est un problème. Gabriel Ufili rappelle également que plusieurs projets ont été instaurés dans le pays, mais qui n'ont rien apporté au développement. En 2006, vous vous souvenez de la politique
de la plantation des parties, où on disait il faut planter, et au niveau du budget, on avait mis de l'argent. Une politique qu'on appelle appui aux bonnes initiatives. Parmi ces plans fruitiers, il y avait des avocats. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens en 2005 que l'avocat coûtait autour de 50, 100 francs au maximum. Mais depuis cette politique est à jour, l'avocat, je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut y avoir un avocat à 700 francs. Je ne pense pas. En tout cas, c'est entre 1000 et 5000, voire même 5000. Ça dépend de la taille de l'avocat. Est-ce que cela demande qu'il soit un effet à l'économie pour voir que cette politique a échoué? Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, au lieu de l'évaluer, on continue à les armer. Le deuxième dossier, c'est la politique de la gestion de la structure publique. Vous voyez, la structure publique, nous avons plus des entreprises. Donc, ces entreprises publiques, en principe, on voit les rendements à travers les dividendes. On ne voit pas les dividendes. Au lieu d'adopter des réformes profondes pour la base de la structure publique, on continue sur la même lancée. Malheureusement, vous voyez toutes les entreprises publiques, c'est la page tiers de ce qui les dirige. Vous le voyez vous-même. Même les sociétés publiques le disent, clairement. Souvenez-vous de la politique qu'on appelle Charlotte Zéro. Charlotte Zéro, cette politique est venue, je me souviens, au niveau du budget, on mettait dans le budget 12 milliards. Mais quand la politique a commencé, l'objectif de cette politique, c'était pour faire quoi? C'était pour réduire les dépenses publiques. Mais on est allé à 32 milliards. Donc 12 milliards à 32 milliards. Donc comment crier sur le travail? Le président de l'OLICOM, au cours de cette conférence de presse, a présenté les préalables nécessaires pour que le Burundi sorte du cycle de difficultés qui le gangrène. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 22 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ilatkoumva. Excellent jeudi à toutes et à tous. Au revoir.